C'est tellement cool que. Allez. Ça y est, tu te casses déjà? Attends, caleçon. Ah, cool. Bon, ça va? Très bien, et toi? Ouais, écoute, ça va, tranquille, hein. On va attaquer par la question classique, hein. Comment s'est formé le groupe? Comment vous êtes rencontrés? De qui ça part? D'où ça part? Comment ça vient? D'où ça Comment arrive? ça vient exactement? On est vieux, on s'en souvient plus. Alors, faut qu'on trouve un truc. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Je sais pas. On change On à s'est chaque fois. Du coup. on s'est rencontrés au travail avec Philou il y a, il y a quoi? Il y a bientôt 15 ans, je pense. D'accord, donc Euh, vous bossez ensemble en fait, à la base. C'est comme ça que vous ouais, vous rencontrez. Ok, d'accord. ouais, on Je bosse, on bosse, bossais, moi, je on bosse bossais avec chez ça. Ripcurl et Philou est arrivé dans notre service. Hmm. Et puis on s'est rendu compte qu'on écoutait un peu la même musique et que lui faisait de la batterie et que moi j'essayais de faire un peu de basse. Donc ça a commencé comme ça en fait. D'accord, à deux donc. Ouais. Sur Bandcamp, il y a la première démo. Ouais. Donc c'était pas Maider qui chantait là. Non, tout le premier line-up, il était issu du travail. On avait tout le monde qui bossait chez Rip Curl. Et on faisait un peu la MJC chez Rip Curl, où on essayait de faire des trucs. Après, ça n'a pas duré méga longtemps sous cette forme-là, mais quand même, on s'est fait quand même quelques concerts au tout début. On a même enregistré une démo, tu vois. Donc, Ouais, c'était déjà un peu mieux que le groupe de reprises qu'on avait au tout début. Parce qu'au début, on ne faisait que des reprises, et d'ailleurs, on faisait que les animations pour les soirées à la con de chez Rip Curl, tu vois. Donc, d'accord. c'était cette liste avec du Chrono FX, des dropkicks, et puis on avait monté un set de reprises où on voulait pas se prendre la tête et juste faire la fête. Et les compos sont venus un peu plus tard. Je sais même pas comment, mais je sais pas. Ouais, Thierry, notre premier chanteur, il a dû proposer quelques compos. On s'est dit allez, vas-y, on y va. Et puis on a commencé comme ça. À tel point que je crois que je me rappelle qu'on avait un mi-set de compos mélangé avec des sets de reprises. Et c'était plutôt comme ça. Et là, tout le monde était de chez Ripker. Après, bon, on a fait des changements de line-up. Il y a aussi des gens qui sont partis de chez Ripker. Et il y avait en gros le line-up, enfin, on dirait original. On avait gardé Keke et après on a récupéré Fafo et Myler du même pet. Puisque Thierry, notre chanteur-guitariste, est parti. Du coup, on avait pris Fafo à la guitare et Myler au chant. Et c'est le premier vrai line-up des Dead Krasukis sous sa forme finale, je dirais. Parce qu'après, les deux plus anciens, maintenant, c'est Fafo et Myler, qui est parti après par la suite. Mais il était toujours chez Ricker, même à l'époque, quoi. Donc on a toujours eu un lien avec le taf, quoi. C'est ouf de se trouver, de former un groupe au boulot, quoi. C'est un Bien gros, trouvé? gros coup de cul. Ouais, Ouais, surtout voilà. batterie basse, c'est pas les trucs les plus communs, tu vois. En général, tu trouves de gratteux, c'est assez facile. Et en plus, c'était rigolo, parce que c'était quand même batterie basse, et puis vraiment, on écoutait les mêmes choses. Enfin, je veux dire, tu sais, quand tu arrives, tu es seul dans un endroit, et puis bon, de toute façon, Ouais. personne n'écoutera ce que j'écoute. Ouais. Bah, là, je trouve que non, donc plutôt cool, quoi. Gros coup de cul, ouais. Ça, c'est cool. Et Après, je sais, le deuxième gros coup de cul, c'est que depuis le début, Rip Curl, forcément, on a fait nos premiers concerts là-bas, donc on a pu se faire la main. Et surtout, ils nous ont mis une salle de répète à dispo depuis qu'on joue et qu'on a toujours aujourd'hui. Alors, on a ah, chanté vous plusieurs répétez? fois, D'accord. mais Ouais. on a la chance d'avoir un local au travail, donc c'est vraiment top. Et du coup, je sais pas si quelqu'un de Rip Curl écoutera cette interview un jour, mais on peut les remercier parce que ça nous sort vraiment une épine du pied. Ici, il n'y a pas beaucoup d'endroits, et puis bon, c'est tellement facile cool de pouvoir laisser son matos en place et tout. Et ça nous a vraiment aidé dès le départ, en fait, c'était top, quoi. Ouais. Ah oui, rien que le fait de pouvoir laisser le matos, c'est déjà. Ben ouais. Après, même les clips, on a tourné, je crois, 100% des clips chez Ripker. Donc, les week-ends, tu vois, on va à la boîte, on trouve un bureau qu'on trouve cool, ou un endroit qu'on trouve cool, ou on entend dire qu'il y a un déménagement d'une pièce à une autre, on en profite. Enfin, tu vois, Northern Bell, on l'a tourné dans le dépôt. Burnout, on l'a tourné carrément dans le bureau de notre patron. Tu vois. Donc, c'est plutôt détendu et c'est plutôt cool. Et du coup, enfin, on les remerciera jamais assez, mais. C'est notre spot, quoi, tu vois. Quand on répète, on finit de bosser, puis on peut aller directement répéter dans la foulée. Le week-end, on a accès quand on part en concert pour aller charger, décharger notre matos. Bon, on a l'impression de revenir au bureau même le week-end, mais c'est quand même super cool, ouais. Et ça, en quelle année ça a commencé à peu près?
Bon, on a répété tout de suite. Je crois qu'il y avait un local photo qui avait viré. On avait pris tout de suite un local photo. Dès qu'on a voulu mettre une batterie, de toute façon, on était un peu emmerdé, donc on avait demandé à avoir ça. Et je crois, si je dis pas de conneries, début 2010, on avait déjà un local de répète attitré, quoi. Et je suis même pas. Ouais, on a dû s'appeler Dead Krasukis dans l'année 2010 ou 2011, tu vois. Non, le premier concert, j'ai retrouvé le flyer l'autre jour. On a fait un flyer d'Ed Krasukis, je crois que c'était en 2011. Ouais. Oui, mais c'était un vrai concert, c'était pas un c'était un concert vrai Jerry concert. Curl non annoncé ou celui où on avait oublié qu'on avait joué. Je pense que c'est le premier en dehors de Rip Curl. Ouais, voilà. Où on a fait une vraie affiche, ouais. Donc voilà, 2011, on était entre guillemets capable de faire des concerts ailleurs que chez Rip Curl. Voilà. Bon, The Dead Krasuki, bon, pour ceux qui ne le savent pas, Krasuki, c'est un syndicaliste communiste juif. Et donc, The Dead Krasuki, est-ce que c'est un appel à tuer les communistes juifs? Tout à fait. Alors, tout Ok. à fait. En plus, J'ai bien compris le message, alors c'est bon. en plus, c'est Julien est communiste et moi je suis juif, donc on s'est dit pourquoi pas. Parfait. Je sais que ça fera rire Manux. Non, pourquoi? Parce qu'on est très cons déjà et ça nous faisait marrer et puis on aimait bien, on est vieux, donc on a connu le bébé de show. Oui, non, non. Ah, je vous demande même pas pourquoi le justifier. C'était juste que c'est un des meilleurs noms de groupe français. Hein, c'est pas possible. The Dead Krasuki, c'est génial. Et à Ça chaque a fois beaucoup qu'on fait en rire. parle à l'international, quand on fait des interviews, on invente toujours un truc différent parce qu'ils n'ont Si, aucune ils savent pas qui connaissance. c'est. Ben oui. Voilà. Donc des Mais fois déjà, c'est un animal, des fois on dit avec Juju que c'est notre nom de famille, on a dit plein de trucs en fait qui n'ont absolument aucun sens, mais en déjà, France on peut pas mentir. même en France, il est un peu oublié quand même. Alors oui et non, parce qu'on croise quand même. C'est quand même très souvent quand on arrive dans un concert sur un festival et tout, il y a tout le temps une personne qui est oh putain mais c'est génial, mais c'est vraiment rapport avec Henri Krasuki et tout. Ben, on fait ouais carrément et c'est rigolo parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'en rappellent. En fait, c'est un petit peu pour ça qu'on l'a choisi aussi, c'est que c'était quelqu'un C'est qui rarement des jeunes. ouais, alors oui, c'est rarement des Oui, gens, voilà. mais c'était quelqu'un qui était quand même super engagé et qui était, voilà, il était résistant, c'était une belle personne et puis qui faisait marrer aussi avec ses conneries sur les chiffres et tout ça. Donc Ouais. c'est un beau clin d'œil quoi. Voilà. Ouais, puis il y avait vraiment le côté, tu sais, cette mouvance à la NoFX de s'en battre un peu les couilles de tout et de se dire, tu vois, NoFX, No Talent, ça faisait vraiment partie de leur univers et nous, tu Ouais. vois, ça nous faisait rire de dire, on est naze, on n'ira jamais nulle part, du coup, ben, c'est comme les Dead Kennedys, mais en nul. Bon, Kennedy, c'était cool, qu'est-ce qu'on a de cool, un peu cheap en France? Ben, c'est Krasuki, tu vois, mais avec tout le respect qu'on lui doit, mais Oui, non, c'était quand même. c'est pas que c'était un personnage cheap, c'est que le nom forcément était voilà. Voilà, et ça te Moins prêtait à rire, sérieux. tu vois. C'était vraiment pour faire les Dead Kennedys de chez Lidl à la base, si tu veux. Génial. En plus, bon, ça sonne bien et on s'en souvient en plus. Ouais. Krasuki, Après, bon, vous avez modifié un peu l'orthographe, mais ça, c'est pas grave. ouais, on voulait pas avoir de problème, et puis on s'est dit, bon, ouais, c'était plus rigolo de l'orthographier comme ça. Ouais, non, bien sûr. Voilà. Ça pouvait faire chier un ayant droit, tu vois. Je me mets à la place de leur famille. Si à un moment, ben, t'avais un petit-fils, peut-être que. Bon, ça reste quand même un groupe de punk débile. Tu te dis, bon, je suis peut-être pas fan qu'un groupe prenne le nom de mon grand-père ou de quelqu'un de ma famille, tu vois. Donc, on voulait pas non plus porter atteinte à quelqu'un, en fait. Ah, d'accord, ok. Moi, je pensais vraiment que c'était pour le truc plus simplifié, quoi. Bah alors ça non parce que tout le monde arrive à l'écorcher. Hein. On a encore eu des Quand même. concerts il y a pas longtemps où c'était écrit je sais plus comment. Il y a les Craculis, on a eu les Craculis, enfin, on a tout eu. Donc, bon, on a arrêté de batailler avec ça, et puis voilà, c'est tout. On essaie d'envoyer le logo, tu sais, en PNG, comme ça, il n'est pas modifiable. Mais bon, tu as toujours quelqu'un qui va mal l'écrire sur un post Insta ou un truc comme ça. Donc, alors, si on l'avait écrit comme vraiment Krasuki, bon, là, je pense que c'était carnage absolu. Mais on l'a écrit le plus simplement possible. Je vais passer à votre question. Dans votre imagerie, on retrouve pas mal de références à la mythologie grecque, comme Icare ou Charon. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans cet univers? Ben, parce qu'en plus d'être juif, je suis grec. D'accord, ok. Il est à Atlante, peu de personnes le savent, mais C'est que ma mère qui le sait. Non. Alors, juif, grec, corse. Ouais. Non, c'est ma mère qui se fout de ma gueule, puisque apparemment ils auraient découvert que s'il y avait la cité d'Atlante quelque part, elle serait plutôt localisée de la Sardaigne. Et comme j'ai des origines sardes, du coup, voilà, ma mère me traite d'Atlante. Ça me fait rire.
Bref. Pourquoi? Parce que bah, moi, j'aime bien la mythologie grecque. Après, comme t'es pas sans le savoir, parce que tu regardes quand même aussi pas mal de cinéma, il y a énormément de scénars qui sont calqués sur des bouts de mythologie grecque, enfin des mécanismes de mythologie grecque. Donc moi, ça m'intéresse quand même plutôt pas mal. Le C'est côté d'Icare, les c'était récits cool parce que fondateurs, quoi. ouais, c'est une trilogie. En plus, tu vois, moi j'ai commencé avec Icare en disant bah c'est un peu le reflet de la personne que j'ai envie d'imaginer, tu vois, et de voir un peu son cheminement à travers les chansons et les albums. Du coup, le côté Icare, c'était vraiment sur la pochette, c'est le moment où il est en train de tomber. Complet, ouais. C'était hyper important pour moi. C'est le moment en fait où tu réalises que tout part en couille. C'était vraiment pour signifier ce moment-là. C'était pas la quête aussi était intéressante, le fait de tu vois, se bouger pour dire je vais atteindre le soleil, tout, c'était sympa, mais je préférais décrire le moment où vraiment il Il réalise qu'il chute. tombe. Ouais. Ouais, et que il se dit je vais aller trop loin et c'est là où enfin il n'y a pas de point de, c'est un point de Ouais, ouais. non-retour. Bah, de toute façon, Et, dans le parcours du héros, c'est toujours le plus intéressant quand il chute, hein. exactement. Si tu veux, j'ai commencé par l'Empire contre-attaque au lieu de commencer par un nouvel Ouais. espoir. Je préfère. Et From the Underworld, bah, du coup, c'est encore pire parce que bah, là, tu comprends que il a atteint plutôt l'endroit. Alors, l'Underworld, pour ceux qui aiment bien la mythologie grecque, c'est pas forcément l'enfer, c'est l'endroit où tu es jugé. C'est un espèce d'endroit où tu peux aussi bien finir au paradis qu'en enfer, que ben, errer dans les terres des asphodèles. Et en gros, c'est très avec Charon qui te fait traverser le machin et tout, mais c'est pas forcément négatif, c'est-à-dire c'est vraiment l'endroit où tu vas être jugé. Et pour moi, ça a continué en fait l'histoire d'Icare en disant bah, maintenant que tu as réalisé que tu vas tomber, c'est le moment que tu vas te faire juger en fait. Donc c'est pour ça c'est plus dark. Mais c'est pas non plus hyper négatif, puisque en fait, à la fin, on sait toujours pas si il est parti en enfer, s'il a une rédemption quelconque, etc. Et ça, tu le sauras au prochain album, parce que je suis malin. Tu teases. Je tease. Donc voilà pour la mythologie grecque. Après, c'est plutôt pour le ressort. Après, j'aime bien l'imagerie grecque, j'aime bien les héros grecs, j'aime bien les dieux grecs. Je trouve ça hyper cool. C'est hyper stylé de toute façon, même en bah, leur iconographie, tout ça. Enfin, tu vois, j'ai une méduse de tatouée. Enfin, j'aime bien vraiment tout ce truc-là. C'est un truc qui m'a toujours parlé. Et après, bah, c'est surtout la mécanique derrière que je trouve super intéressante, quoi. Bon, après, moi aussi, j'adore. Quand j'étais petit, mes films préférés, c'est Le Choc des Titans et Jason et les Pareil. Argonautes, tu vois. T'as été la seule personne à me dire, dès que j'ai foutu le sample dans le début du dernier album, ouais, Ouais, c'est le choc des Titans. ouais. J'adore. C'est resté mon film préféré pendant des années, des années. Donc, tu vois, le côté grec comme ça m'a parlé depuis que je suis gamin, en fait. Donc, je me suis dit, c'est le premier sample que je vais mettre. Parce que je me rappelais de Charon qui m'avait plus ou moins traumatisé dans, dans ce film. Quand même. Il m'avait tellement marqué ce film. Enfin, je le matais en boucle quand j'étais En petit. boucle, complet. Après, quand je voyais que le Kraken c'était représenté par un poulpe ou une pieuvre, je disais, mais c'est pas Ouais, ça le Kraken, il est pas c'est comme pas ça. ça, ouais. Ouais, C'est ouais. dans le choc des Titans, il est pas comme ça, tu vois. Exactement, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, du coup, ouais, c'était important de remettre le sample, tu vois, dans le début de From the Underworld parce que, pour moi, ça exprimait tout ce que j'aimais bien, quoi. Ok, Julien, tu veux rajouter un truc sur l'esthétique? Moi, ce que j'aime bien, c'est le surf. Alors, bon, bah, du coup, Et les Grecs. du grec aussi, éventuellement. Non, non, c'est le trip de Philou, donc voilà, c'est mieux que ce soit lui qui explique. Des fois, j'en parle même pas. Alors, pouvoir jouer avec des groupes comme NoFX, Bad Religion, au Punk in Drublic, c'était pas un peu un rêve de gosse? Comment ça s'est goupillé? Pour eux, on ne sait Alors, pas si c'est un rêve de gosse de jouer avec nous. Ouais. Il faudrait leur demander. faudrait leur demander. Après, perso, c'était quand même mieux cette année de jouer avec Gims et Julien Doré, pour ma part. Ouais. Alors, comment c'est arrivé? Arrivé, Manux, qu'on remerciera jamais assez pour ça, et David aussi des Fonzi, qui était à l'orga du Punk in Republic. Comment ça s'est goupillé? Sur cette tournée-là, il y avait les Bomb Pops, Ouais. qui pouvaient pas être présents à Angoulême. Donc, je crois que Destiny avait demandé à Manux, un groupe français. Enfin, un groupe local, entre guillemets, parce que pour eux, local, si Oui. tu habites sur le bord d'Angoulême, c'est quand même local. C'est local, oui, bien sûr. Ouais, c'est local. Du coup, Manux nous a proposé, on a été validé par le management
il a mis Mike. David a poussé aussi à fond pour qu'on y soit. Et en fait, il s'est trouvé que les bons pops ont fini par pouvoir faire la date. Et comme c'était avancé, ils ont trouvé ça con de nous enlever en dernier moment pour pas faire style. Maintenant, on n'a plus besoin de vous, cassez-vous. On a pu quand même jouer. Je crois que notre set a été raccourci. On devait jouer de 45, on est passé à 30. C'est pour ça qu'on a joué vraiment pile poil à l'ouverture de la porte. Et les gens ont râlé parce qu'ils étaient encore en train de courir. Mais on a eu quand même une demi-heure de spot qu'on a accepté avec le plus grand des plaisirs. Mais franchement, moi, je sais que si demain j'ai un groupe et je joue avec NoFX, la Goagon et tout, je peux plus faire plus haut pour moi, tu vois. Après, je te dis pas qu'on s'est pas mis une méga tôle pour fêter ça. Je suppose qu'il y avait un peu plus de pression que d'habitude ou rien à foutre? Non, pas du tout. Non, Non, franchement, je pense que c'était vraiment notre première date. Pour tout le monde, c'était ouf, quoi. Tu vois, on n'y croyait pas vraiment. Puis en plus, quand tu arrives sur place, la scène, elle était quand même. C'était une grosse scène gérée par des gens qui étaient l'équipe qui tourne avec tous ces gens-là. Ils étaient plus que rigoureux, donc on a eu vraiment la pression. Moi, j'ai mon ampli qui a pété aux balances. Et des gars sont partis en courant, ils m'en ont ramené un identique, ils m'ont fait les réglages. J'étais waouh, ça n'arrive pas à tous les endroits. Donc on était super bien accueillis. On avait des super conditions de jeu. Après, voilà, la pression elle était énorme, et d'autant plus que quand on a commencé à jouer, moi je me rappellerai toujours, j'ai levé la tête, il y avait 200 personnes devant, on a fait 2 chansons, j'ai relevé la tête et là c'était blindé, c'était super impressionnant. Et puis voilà, et avant tout ça, on était, je me rappellerai toujours le Bad Religion qui arrive, le guitariste qui sort son vélo de la soute, qui part faire du vélo, après on rencontre les gars d'Anti-Flag, ça faut plus le dire maintenant, mais à l'époque c'était cool. Et non, mais moi, par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer Christou, le bassiste d'Anti-Flag, j'étais comme un dingue. On a mangé à côté des gars de NoFX. Enfin, c'était fou, c'était complètement improbable. Ouais, un truc de malade. Hein. J'aime pas trop Anti-Flag, mais quand j'ai en concert, c'était vraiment bien par contre. Ouais. Nous, ça faisait partie de nos groupes préférés. Après, bon, est-ce qu'il en est musicalement? C'était une influence énorme en tout. Ouais, sur scène, ça déboîtait. Franchement, après, faut pas se mentir non plus. Après, bon, ce qui est fait, c'est de la merde. Oui, Ils ont plus d'arrêter. Mais en tout cas, à chaque fois, c'était un grand plaisir de les voir en live. C'était une énorme claque, quoi. C'est une énorme claque. Ça joue ultra bien en plus. Ouais. Voilà. Et puis, les gars, franchement, après, de ce qu'on en a vu, nous, étaient absolument adorables en dehors. Après, si on a un qui a eu des agissements de merde, bon, c'est pas censé. Tu vois, être sur tout le groupe. Moi, je discutais beaucoup avec le batteur, hyper timide, mais très, très gentil. Et le gars est adorable, absolument adorable. Donc, oui, bien sûr. Après, c'est pas parce qu'il y a un qui fait de la merde que ça doit entacher tout le monde, c'est sûr. Ouais, hein. c'est ça. Et après, non, après, ouais, c'était une date complètement hors du temps. On a fini par bouffer des huîtres avec Joey Cape. Enfin, c'est super bizarre la date en même temps. Et puis, en même temps, génial. Je me rappellerai toujours au milieu du set, tu sais, j'avais la vue direct sur la porte du backstage et je vois El Refait, Melvin qui était là, qui avait les bras croisés, qui regardait le set. J'étais là, enfin, tu vois, j'arrivais plus qu'à regarder ça en me disant, putain, juste les mecs que je voulais pas qu'ils voient le set, mais en même temps, j'étais content qu'ils le voient. Et je disais, putain, mais je veux pas qu'ils voient en fait ce que je suis en train de faire, c'est nul. Oui, pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, et après, à l'inverse aussi, quand je regardais au premier rang, je voyais toi, Bronson, Fat, tu vois, tous les amis d'enfance aussi qui étaient là, donc ça fait aussi méga chaud au cœur, tu vois, donc ça faisait hyper plaisir, quoi. Avant ce jour-là, vous avez jamais fait une aussi grosse date? Non, c'était la première. Ouais, c'était la première grosse. Vraiment grosse. Ouais, mais en taille et entre guillemets en autorité, parce qu'après on a fait aussi gros, mais c'est du fest où il y a plein de groupes différents et souvent il y a eu à peu près autant de monde, mais là importante comme ça, non, et une affiche comme ça, plus jamais de la vie, ouais. Ben, ça fait le pont avec l'autre question. Mon autre question, c'était, vous avez joué aussi bien dans des bars que sur des grosses scènes comme le Hellfest, justement. Est-ce qu'on aborde un set de la même manière devant 40 personnes ou 4000 personnes? Est-ce que vous êtes en mode, non, nous c'est pareil, qu'il y ait 10 personnes ou 100 personnes, on s'en fout? Ou vous avez quand même un petit truc en plus, une appréhension
Après, pour être honnête, des bars, on n'en fait plus depuis très longtemps. On fait juste l'île du Malte de temps en temps, mais on a la décence de se mettre dès qu'on peut à l'extérieur, histoire de pouvoir avoir un peu de place, un peu de son. Mais après, les bars, je sais plus, je en quelle année on a arrêté, mais Après, parce que, Quand je dis les bars, c'est, je veux dire, les plus petites oui, dates, quoi. voilà, pour répondre à ta question, des petites dates, on en a encore plein. oui, oui. Et après, qui est 10 personnes ou peut-être 10 000 comme on a peut-être pu avoir au Hellfest, je sais pas combien il y en avait, bah, forcément, t'abordes pas la chose de la même manière. Moi, par exemple, je sais que dans le groupe, je suis quelqu'un, ça passe avec le temps, mais j'ai quand même pas mal le trac. Ouais. Je me mets pas mal la pression et forcément, je ressens plus de pression quand je vais jouer sur une grosse scène. Par contre, voilà, le concert qu'on délivre, je pense qu'il va être le même pour qu'il y ait 40, même 4 personnes. Voilà, on est toujours content d'aller jouer, on est toujours content qu'il y ait des gens en face, et en fait, qu'ils soient beaucoup, pas beaucoup, ils se sont donné la peine de venir et c'est déjà trop cool. Donc on essaie toujours de faire du mieux qu'on peut, quoi. Je pense que c'est notre. On essaie toujours vraiment de se donner à fond, quoi. Tu as l'impression, toi, avant un set ou pas du tout, Philippe? Franchement, je vais te dire un truc qui est très con, mais depuis le Hellfest, j'ai beaucoup moins de pression. Ok. Ouais, tu vois, je me suis toujours dit, ouais, chaque scène, ça fout sa pression qui est différente, mais le Hellfest, c'était vraiment un truc à part. C'était vraiment, enfin, pour moi, c'était une grosse pression. Je crois que depuis l'annonce, on l'a su en décembre, donc avant. Je crois que j'ai joué tous les jours jusqu'à le mois de juin, tu vois, pour me dire, voilà, j'ai trop la trouille. Ouais. J'ai peur, je travaille. Donc j'ai travaillé tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et tous les jours, je faisais un set, tu vois. En plus, on savait que c'était un set d'une demi-heure, donc c'est assez facilement calable tous les jours, une demi-heure de batterie, tu vois. Mais j'ai quand même ultra flippé ma race. Franchement, enfin, pas flippé, mais j'ai eu une énorme pression. Et après, du coup, tout me semble moins. Il y a moins de pression, quoi qu'il arrive. Après, il y a des fois où j'ai moins eu le temps de travailler là et je stresse un peu plus, mais pas comme le Hellfest, je trouve. Ça m'a vraiment débloqué quelque chose. Et il y a des fois, je ne stresse absolument plus du tout, quoi. Ouais, puis souvent, ce qui met la pression, enfin, parce que nous, voilà, comme tu disais, on a commencé à jouer dans des bars, comme tout le monde, hein, je pense. Mais récemment, depuis quelques années, on a eu accès à des grosses scènes, quoi, quand même. Et là, tu as une orga, des fois, qui est impressionnante, en fait. Et tu arrives et tu dois faire preuve de professionnalisme alors que tu n'es pas du tout pro, quoi. Et en fait, il faut apprendre à évoluer dans ce truc-là et puis être à la hauteur, en fait, parce que tu as plein de techniciens, en fait, qui bossent et qui ont une attente aussi par rapport à ta mise en place, etc. Et des fois, tu te retrouves un peu en difficulté parce que tu peux avoir un problème de son, un problème de retour ou des choses comme ça. Et la pression, elle vient souvent de là, quoi. Quand tu as une orga où tout roule, que tu fais tes balances, tout se passe bien, tu as un son de fou, tu t'entends bien, ça aide à aborder le concert du bon côté, quoi. Et tu pars avec toutes les chances de ton côté. Tu sais que voilà, tu as bossé, tu connais ton set, le son est cool, les gens qui sont autour de toi, ils sont là pour t'aider et tout, tu as des gens qui viennent te voir et tu as tout pour y arriver, quoi, pour réussir. Ça va, le concert, ça détermine pas mal de choses quand même. Ouais, carrément. Et puis voilà, encore une fois, c'est l'expérience qui fait que tu arrives à gérer ce genre de truc plus ou moins bien. Mais là, je pense que plus on tourne, plus on voit de scènes différentes, on a joué dans plein d'endroits différents, et finalement, à chaque fois, tu apprends des trucs et puis ça te permet d'arriver plus serein sur le concert suivant, quoi. Ouais, et tu as la continuité aussi, tu vois, quand tu es dans des périodes où tu as beaucoup de concerts, c'est très con, mais plus tu en fais, moins tu stresses, même si c'est très gros, moins gros, plus gros, mais tu es dans une espèce de routine où tu as quasiment un concert ou deux par semaine et du coup, tu n'as même pas le temps tu répètes même plus et tu fais que du concert. Et bizarrement, quand tu fais un petit break, parce qu'il n'y a plus de date ou parce que c'est pas le moment d'avoir des dates, les premières, quand tu reprends après, moi j'ai toujours un stress qui est un peu différent en me disant, ouais, j'ai l'impression de repartir à zéro, tu vois. Comme effet, ça me fait ça aussi des fois. Mais voilà. Après, une fois que tu es dedans, oui, c'est le stress de 10 secondes avant que ça parte. Et une fois que tu es dedans, bon, tu te dis, ah ouais, ok, c'est cool. Ah oui, c'est vrai que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ok, alors Philippe, tu composes, tu fais les graphismes, tu enregistres les maquettes, tu réalises les clips. Est-ce que tout vient de ton imagination ou est-ce que tu travailles aussi
à partir de ce que vous avez décidé ensemble. Ben alors, on répète peu. On répète assez peu. Pourquoi je t'explique ça? C'est qu'on répète souvent pour les concerts parce que, en général, c'est l'objectif. On répète pas longtemps et on répète peu. Je sais pas en avoir parlé avec Bronx à l'époque, vous répétiez beaucoup plus que ce qu'on a pu faire dans toute notre vie. Ah ouais, nous, on En faisait temps. 2 fois par semaine. Ouais, nous on fait une fois, c'est pas toutes les semaines, et la plupart du temps on fait un set ou un set et demi en rebossant les quelques chansons. Donc pourquoi je te dis ça? C'est qu'on n'a pas de temps forcément libre où on pourrait avoir de la créa, c'est-à-dire se poser 2 heures au local de répète, Bosser faire tourner ensemble. un riff, Mm. avancer des trucs comme ça. Donc la solution que j'ai entre guillemets trouvée, c'est quand j'ai un riff qui me vient, je commence à après je me suis équipé, j'ai un studio à la maison. Un studio, c'est hyper facile maintenant d'avoir un studio à la maison. Tu Oui, fais oui, pas bien une sûr. carte de son qui envoie le bois. Mm. Et, euh, et après, j'ai pris un Pro Tools parce que du coup, vu que je commence à faire les pré-prod et finalement la prod finale, il me fallait quand même un truc de solide. Donc maintenant, tu vois, j'ai une idée, je prends la gratte, j'enregistre mon riff, ou que ce soit de la basse ou de la guitare, je l'enregistre. Peut-être je vais le toucher, peut-être que je vais pas le toucher, peut-être que ça deviendra une chanson, peut-être pas, mais en tout cas, c'est là. Et au moment où on commence à se dire, bon, l'album a assez tourné, on peut peut-être commencer à se plancher sur un autre. Quand je commence à revoir mes fichiers, à trouver des trucs, je trouve des riffs. Par contre, après, c'est vrai qu'en général, une fois que je suis que j'ai trouvé la clé de où je veux aller dans le process créatif de la chanson, j'arrive à tout débarrouler d'un coup. C'est-à-dire Ouais. que depuis le riff, je commence à tout avoir. Bon, la batterie, c'est le moins problématique du coup pour moi. Mais du coup, je fais des batteries de merde au tout début. Parce que la mélodie, c'est quand même le plus important. Et après, en général, je remets un coup de batterie en vrai. Donc, soit avec la batterie électronique que tu vois ici, qui Ouais. est une vraie batterie, mais pluguée à ma carte son. Donc, quand j'arrive vraiment pas à le tabler ou que ça sonne vraiment trop machine, je vais me le taper à la batterie. Et en fait, ça forme une chanson en fait, qui reste dans cet état final pendant super longtemps. Parce que ligne de chant, mélodie, c'est hyper important et ça me stresse, parole encore plus. Du coup, ça prend énormément de temps. Là, tu vois, par exemple, d'un point de vue musical, je peux te dire que l'album, il est fini depuis avril quasiment. Ouais. Ouais, et là, depuis avril jusqu'à là maintenant, puisque c'est toujours pas fini, je suis encore sur les chants et les paroles. Ouais. C'est logique, hein, Voilà. c'est plus compliqué. Ultra long, Ouais. ultra chiant, et des fois, j'ai passé des samedis où j'ai fait 6 heures et j'ai écrit 2 phrases. Deux Ouais. phrases correctes. Ouais, je comprends. Je Hein. trouve correct. Et je te parle pas du nombre de fois où les couplets, je les vire en me disant c'est super cool, je suis hyper content, j'écoute dans la bagnole le lendemain, en allant au Et travail, ouais. je fais putain, mais c'est vraiment de la merde, et je reviens, j'efface absolument tout. Donc, c'est pour ça que le process créatif étant hyper long, je me l'impose plutôt à moi-même. Et après, si on avait plus de temps et qu'on avait plus l'occasion de se voir pour jouer, je pense qu'il y aurait quelques idées qui naîtraient de là, même si à la fin je finirais par centraliser le boulot à la maison en disant on fait des prises ci, des prises là, etc. Pour finir la compo, mais c'est malheureusement un truc qu'on n'a pas, parce qu'on a quand même les concerts qui nous prennent quand même pas mal de temps et on ne peut pas répéter plus. Donc en termes de process créatif, c'est vrai que je me débrouille à la maison quand j'ai le temps d'écrire en fait. Et Ouais. quand je dis j'ai le temps d'écrire, tu vois, il va y avoir 10 chansons. Le dernier date d'il y a 2 ans ou 3 ans. C'est la vitesse à laquelle j'arrive à écrire en fait. Voilà. Je Ouais. comprends pas des groupes qui arrivent à dire j'ai 18 chansons pour le prochain album. Alors que le dernier est sorti il y a un an. C'est juste pas possible, c'est pas concevable en fait. Et pareil, après, tu vois, c'est hyper compliqué de produire un album sans avoir fait. Enfin, pour nous, après, je dis encore, c'est toujours pour nous, c'est pour avoir fait des pré-prod corrects. Hum. C'est-à-dire que tout le monde peut apprendre sa part de son côté. Comme ça, quand on fait les vrais trackings, c'est pareil, on n'a pas deux plombs pour faire des trackings, même si la moitié on les fait à la maison. Mais au moins, voilà, tu vois, je sais pas, Julien, quand il va enregistrer sa basse, on en fait une ou deux d'affilée. C'est l'heure que ça prend après le taf. Et puis la semaine d'après, on s'en remet deux ou trois, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, faut quand même le temps de les apprendre, etc. Après, je fais toujours 1500 modifs aussi sur les chansons. Donc, pareil, ultra chiant de dire à quelqu'un, tu peux modifier 20 000 fois ta guitare. Donc, si tu veux, je préfère m'auto-casser les couilles pour le moment. Ouais. Et après, le concept, en général, derrière, si tu veux, quand je commence à écrire l'album, je commence à avoir un concept de base. J'aime bien relier toutes les chansons vers un thème central. Je sais qu'il y a des gens, ils en ont rien à branler. La moitié des gens qui écoutent ce qu'on fait, je pense qu'ils s'en tapent aussi. Moi, c'est un truc perso, j'aime bien. Donc, j'aime bien le relier à un concept
générale et dont les chansons peuvent se relier soit les unes entre elles, soit au thème principal. Mais ça, c'est plutôt un kiff plus qu'autre chose. J'ai C'est- toujours le c'est- côté cinématographique, tu vois, en me disant, tiens, j'écris un film et c'est plutôt des scénettes du film qui sont les chansons. Et si les Ouais. films peuvent se suivre, c'est encore mieux. Donc après, c'est perso, j'ai envie de me prendre la tête, mais ce serait pas Ouais, parce nécessaire. que après, au moins, ça te pose un cadre, tu vois. J'aime bien ça. Ça te pose un cadre et Ouais. tu peux moins t'éparpiller et tu te focuses plus sur. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et d'ailleurs, en général, maintenant, quand j'ai un cadre, ce qui sort un peu du cadre, quand je compose une chanson, par exemple, même musicalement, si je vois qu'elle a rien à voir là-dedans, bah, elle dégage, même si c'était une très bonne chanson, mais je me dis, elle partira pour un EP, pour un truc supplémentaire. Mais j'aime bien avoir un package final où il y a un peu tout qui se répond parce que je suis encore vieux. J'aime bien écouter un album de A à Z et pas un single ou un truc comme ça. Et pour moi, c'est hyper important d'écouter un album en entier pour dire, ah ouais, c'est cool en fait. Il faut que ce soit un tout cohérent, quoi. J'ai l'impression. Enfin, moi, c'est ce que j'aime bien faire. Du coup, je le fais comme ça. Ouais. Pas du tout si ça a répondu à ta question, mais Je suis parfait. ben, c'est très bien. Vous êtes fort en interview. Hein. Vous êtes meilleur, vous que moi. Hein, je vous le dis de suite, parce que moi, je pose toujours des questions de merde. Alors, Moi, je faisais la sieste personnellement. Tout Ouais. ouais, je vois. Il s'entraîne depuis des années à dormir les yeux ouverts. Maintenant, je le sais quand il dort. il arrive. J'ai même pas dit, et toi, Julien, qu'est-ce que tu en penses? Tu vois, Non, c'est très bien. Parfait. Toi, tu es d'accord. Lui, il est content, sauf quand il voit les lignes de basse. Ah ouais, il me dit, c'est quoi cette merde? Voilà. Et surtout, vu que je ne suis pas branché en concert, bon, je me dis à quoi bon? Il y a ça. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. La basse, on n'entend jamais, de toute façon, on s'en fout. Ça sert à rien. C'est bien pour ça que je le fais. Sache qu'il prend peur au début, mais il arrive toujours à les enregistrer sans aucun problème et ça rend toujours très bien à la fin. Puis après, en live, il les a très bien et puis ça rend Alors, très cool. je veux te dire, j'ai énormément de respect pour les musiciens qui arrivent à faire ça. C'est-à-dire que moi, si tu composes pour moi et que tu me donnes le truc à jouer, je vais galérer pour l'apprendre, je vais galérer. Ah, mais il galère. Voilà. Parce que, tu sais, comme ça vient pas de toi, c'est moins naturel. Mais c'est hyper dur, hein. Moi, c'est mon cauchemar. Mais c'est que le problème, c'est que j'ai tellement pas le niveau pour composer, pour que ça rentre dans le délire de Philou, dans ce qu'il veut faire, les harmonies avec les guitares. Là, parce que plusieurs fois, je me suis dit, ouais, vas-y, j'aimerais bien composer mes lignes de basse, quoi. Mais Ouais. ça serait beaucoup plus basique et ça ferait tâche avec le reste. Donc effectivement, je dois m'atteler à jouer dans le style qui est le sien et que c'est ça qui est hyper dur pour moi parce que c'est pas du tout mon style de jeu vraiment. Et en plus, moi, n'étant pas bassiste du tout, je l'interprète pas la basse comme la basse. C'est un truc qui fait le pont vraiment entre la batterie et les guitares. Mais tu vois, si je me dis, tiens, je peux harmoniser la basse avec la voix, moi, je m'en bats les couilles, je le fais. Du coup, c'est cool. Alors, dans la compo finale, ça rend hyper bien. Et tu dis, ah ouais, parce que bah, forcément, vu que j'ai toutes les pistes, je sais qu'est-ce qui est harmonisé avec quoi et pourquoi il y a cette note-là qui n'avait absolument rien à foutre à cet endroit-là. Mais par contre, je suis 2000% d'accord avec Julie, tu écoutes la ligne de basse seule, il y a quand même plein de moments où tu dis, pourquoi? Pourquoi? Le but, c'est pas de l'écouter seul. Non, Voilà. alors c'est ça qui est cohérent et je me dis, alors ce que je l'applique pour la basse, bien entendu que je me l'applique pour moi-même parce que quitte à être sado, t'es aussi maso. C'est-à-dire que la batterie, des fois, alors je me mets des trucs, c'est proprement impossible et puis une fois que je suis en studio, je dis mais merde, comment je vais faire? Donc, parce que c'est moi-même qui me compose mes lignes de batterie, mais je les table, donc c'est cool, mais après il faut les Ouais, faire. après, faut les jouer. Là. Et là, je me dis, bah, sur le papier, ça passe. Puis là, bah, je vois la souffrance que je me suis infligée. Ça finit par passer, mais je m'auto-insulte, donc j'imagine les autres, ils doivent faire exactement pareil, et c'est complètement légitime. Mais après, tu vois, la batterie, je sais aussi l'alléger. J'ai pas forcément d'ego sur mon instrument, tu sais, en me disant, tiens, je m'en fous de partout, comme ça, c'est cool, et je vais être trop le roi du monde. En fait, des fois, même, j'allège la batterie, et t'écoutes la batterie toute seule, tu fais, mec, ça fait 30 secondes, là, tu fais rien, il y a rien, en fait. Et en fait, bah, je le vois pas comme ça, je le vois comme un tout, parce qu'à ce moment-là, alléger la batterie va faire que la voix de Maider, elle va sortir plus et elle va prendre plus de place et c'est ça que je voulais. Donc effectivement, cette truc-là, je l'applique à tous les instruments et c'est vrai qu'il y a des parts cheloues à jouer, mais dans l'ensemble, ça reste cohérent. Bon, je me dis tant que l'ensemble est cohérent. Je trouve que quand j'écoute vos albums ou quoi, on sent vraiment que vous travaillez sur les harmonies. Voilà. Je trouve pas qu'il y ait.
c'est pas hyper complexe musicalement. Non, C'est pas péjoratif ce que je dis, hein. c'est un Bien, voilà, c'est pas complexe musicalement, mais je trouve qu'il y a vraiment, on sent vraiment que tu bosses beaucoup la mélodie et les harmonies. Il y a Ouais. énormément de guitares harmonisées, tu as, voilà, énormément de voix qui montent et tout. Et ça se ressent à mort, hein, quand, Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que globalement, on a un niveau de groupe dans l'exécution qui est assez moyen. Quand je dis moyen, attention, c'est Wilhelm Scream, c'est intouchable. ouais, Voilà, quand je dis, je sais pas, même si on veut du européen, Escliffe, c'est ultra compliqué. hum, PMX, j'en parle même pas. ouais, Quand je dis un gros niveau, pour moi, c'est ce genre de groupe-là ultra ouais, tech. Je sais même pas si on aurait envie de faire de l'ultra tech, même si on en avait les capacités. Donc, je sais nous, par contre, on va les jouer live. Donc, à un moment, il faut que ça ressemble à quelque chose quand on les joue live, parce que la prod d'album, c'est cool, tu peux en foutre partout, mais à un moment, il faut qu'en live, ça tienne la route. ouais, bien Donc, sûr. moi, je les compose toujours avec la vision de me dire, c'est jouable, c'est en live, et une fois que tout le monde connaît sa partie, théoriquement, ça s'imbrique comme ça. Après, il y a toujours quelqu'un qui, à un moment, va subir une petite montée, parce qu'il y a toujours un truc pas agréable à jouer, mais ça touche tout le monde. Le tout, c'est que ce soit pas pour tout le monde en même temps. Ouais, Et ma pire des frayeurs, c'est de faire un single ultra compliqué qui marche bien et qu'on saccage en live parce qu'on n'arrive pas à le faire. Ou voire même qu'on prenne pas de plaisir parce que c'est tellement dur que tu passes, tu sais, tout le set à faire comme ça ouais, en essayant c'est crispé, ouais. voilà, donc tu te dis si on n'a pas le niveau technique et qu'on va pas briller sur le niveau technique, en plus c'est même pas un truc que je veux vraiment. Bah, pour moi la mélodie ça a toujours été le plus important de tout, dans tous les cas, dans tout ce que j'écoute, on écoute du punk rock mélo et dans Bien punk rock sûr. mélo, il y a mélo. Donc les mélodies c'est hyper important. Donc partout où je peux, j'essaye de mettre le plus de mélodies possible. Oui. Bon, après, la technique, c'est pas un objectif en soi, hein, c'est pas. Moi, j'écoute des trucs techniques, j'écoute aussi des trucs très basiques, hein, Pareil. chaque- voilà, chacun son style, quoi. Oui, mais après en compo, moi par exemple, il y a plein de trucs que j'écoute que je composerai jamais pareil, et il y a des trucs j'adore écouter, que je détesterais jouer. Bon ben voilà, Oui, voilà. Bah oui, non, bien sûr. c'est Ça, c'est totalement sûr. différent. Voilà. Et puis après, il y a l'univers du groupe qui fait que on est sur un punk rock un peu typé entre le Rise Against et le Sum 41. Ça reste avec un peu de Pennywise quand même viteuf. Et puis bon après, il y en a des bouts qui dépassent. Tu vois, tu retrouves un peu de hardcore ici, un peu de métal là. Mm. Mais voilà, ça partira jamais trop dans un sens ou trop dans l'autre ou trop n'importe quoi non plus, quoi. Ça reste quand même un ensemble, quoi. Ouais. Mais justement, tu fais le pont avec ma question suivante. Est-ce que vous avez des influences hors punk rock dans The Razookies? Pour composer ou en dehors complète? Dans vos compos? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire autre que le punk rock quand vous composez? Oui, métal, quand même, un petit peu, c'est pas négligeable. Tu vois, on a des chansons qui sont passées en drop D, par exemple. Du coup, il y a des riffs qui viennent forcément plus facilement parce que c'est du drop D. Ben, du coup, c'est typé métal. Un peu de hardcore moderne aussi, comme Backbeat. Ouais, il y a plein de trucs, tu vois. Mais dans les influences directes, ça passe quand même par le filtre punk rock. Après, c'est hyper dur de dire, bah là, je vais composer un truc du style machin. Enfin, combien de fois Ah oui, on a non, ça essayé de marche pas dire, ça. Ouais, tiens, je vais faire du NoFX. ouais, Tiens, ça marche pas. C'est bizarre. c'est vraiment pas la meilleure méthode. Donc non, mais des fois, ouais, j'ai deux, trois breaks. Je crois qu'il y a un break là, que j'ai foutu dans le dernier album qui vient d'un truc des Foo Fighters. Il y a un autre truc qui vient de Dire Straits. Voilà, ça peut venir franchement de n'importe quoi. Ou une harmonisation, tu vois, de Creedence par exemple, où je me dis putain, l'harmonie elle est cool entre la voix et le chœur. Pourtant Creedence absolument rien à voir avec nous, mais c'est des trucs que j'écoute après tous les jours. Mais le pattern musical, des fois, je peux l'adapter, ouais. Ouais. Ah, par contre, un truc qui est sûr, c'est que j'écoute quasiment plus du tout de punk rock pour composer nos compos. D'accord, ouais. Ouais, parce que déjà, bah, encore une fois, on n'écoute que des trucs finalement d'il y a 20, 10, 15, 20 ans. J'ai pas trouvé de trucs nouveaux qui me passionnent au point de me dire, putain, c'est vraiment une inspiration de ouf pour les compos. Et du coup, ben, en dehors du Mylène Collin, Pennywise, NoFX, qu'on a déjà ingéré depuis des années, C'est ça, ouais. alors ça doit sortir naturellement maintenant, mais non, je pense que là, ça fait 2 albums, c'est du Death Krasukis dans tous les cas, quoi. Putain, mais à chaque fois que je discute avec des vieux comme nous, c'est exactement. C'est-à-dire, tout le monde me dit ça. Et moi aussi, tu viens de me le dire. Julien, tu vas me dire si c'est pareil.
je continue à essayer d'écouter des nouveaux groupes et je trouve qu'il y en a des très bons, mais j'arrive plus à être aussi à fond dedans qu'avec les vieux groupes quand j'étais plus jeune. Tu vois. Je découvre plus des trucs nouveaux en disant putain cet album il est génial, ça va devenir un album culte. Alors, je suis pas en train de dire que les nouveaux groupes c'est moins bien qu'avant, pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis, mais moi je pense que quand tu vieillis, en fait, on dirait que ta coupe elle est pleine et tu as plus de place pour mettre des nouveaux trucs, tu vois. Ton disque dur, il est plein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et Ouais, moi j'arrive encore à m'enthousiasmer vachement, mais pas forcément dans le punk rock, quoi. Ouais, Il y a des groupes alors j'en parle tout le temps parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je les ponce et que j'ai eu la chance de les voir cet été. Des Guilt Trip et Paleface Swiss, ça, c'est deux groupes que j'ai découverts il y a 2 ans, je pense. Et franchement, j'ai adoré, j'ai écouté en boucle et j'écoute toujours en boucle, quoi. Et franchement, et après voilà, c'est plus dans un truc un peu plus violent, un peu plus voilà, c'est vraiment ce qui me plaît plus en ce moment. Et j'arrive vraiment à m'enthousiasmer, à écouter toute la discographie et vraiment être à fond, quoi. Ouais, ça me fait exactement pareil, tu vois, quand j'ai envie d'écouter des trucs de métal, par exemple, je découvre un truc qui me plaît bien en métal et je reviens après en arrière sur la disco en me disant jusqu'à quel point j'aime bien, tu vois, par exemple, je la ponce, mais bon, ça reste quand même des vieux albums, même si j'écoute le dernier, tu vois, mais c'est souvent pas en punk rock, franchement. Honnêtement, franchement, je crois que j'ai encore écouté Pour Habit hier, tu vois, donc, Pour Habit. On espère tous les ans qu'il se reforme depuis 15 ans, mais tu vois, hier, je me suis dit, tiens, j'ai envie de réécouter ça parce que 2 albums exceptionnels et je me dis, waouh, putain, c'est vraiment toujours aussi cool. Mais pareil, quand tu fais le compte, c'est hyper vieux. ouais, bien sûr. Hein. Voilà, donc non, il y a de l'ambiance pour des nouveaux trucs, mais hors punk rock, franchement, même avec toute la bonne volonté du monde, j'arrive pas à trouver un truc en punk rock qui m'a satellisé, quoi. Ouais, ben pareil. Et en essayant d'être objectif, quand j'écoute, je trouve pas que c'est moins bon. Hein. Je pense vraiment que ça vient de. Oui. Quand tu vieillis, t'as plus le temps de t'investir dans les nouveaux groupes. Je sais pas. Après, globalement, je trouve, après, ça n'engage absolument que moi, mais même tous les groupes qu'on a adorés et qui ont fait toute notre histoire, je trouve que personnellement, alors ça doit être le temps, la vieillesse, trop d'argent, je sais pas quoi, mais tous les derniers albums de tous les groupes qu'on aime bien, je n'aborde même pas NoFX, parce que c'est de la merde depuis 5 ou 6 ans. Ouais. Mais tous les derniers groupes, allez, à part Pennywise, qui refait un peu de Pennywise, qui est cool, hein, franchement, Ouais, hein. tous les autres groupes, leurs albums, ils ont fait que décliner pour moi en niveau. Même j'avais des énormes attentes sur le Propagandhi, qui pour moi restait encore un groupe où j'avais vraiment envie de me lancer dedans. L'album est juste insupportable. Après, le single est fantastique. Et après, puis c'est incroyable, quand même. incroyable. Mais bon, c'est un tube. Ouais. Je me suis poncé l'album 3-4 fois en me disant, allez, prends sur toi, t'es vieux, fais un effort et compagnie. Alors, chaque fois que tu tombes sur Rat Piece, tu fais la boucherie totale. Et l'album, mais c'est mon album de sieste, quoi. Enfin, c'est nul à chier, franchement. Il a pas mal déçu, hein, d'après les premiers échos, mais bon. Ouais, et en même temps, il a dû convaincre d'autres personnes. Mais moi, en tout cas, Oui, c'est voilà, pas du tout ce que j'attendais. Du coup, ouais, ça m'arrive de foutre Hat Piece dans des playlists et de retomber dessus en me disant c'est une chanson fantastique. Mais j'ai pas un album de chez Mylène Collin, de chez machin, où je me suis dit, waouh, c'est le vrai nouvel album que j'ai envie d'écouter matin, midi et soir, tu vois. Mais même les 2 derniers de Good Riddance, je les trouve pas mauvais, mais pareil, c'est un peu. Tu les écoutes et tu retiens pas trop, quoi. Je me suis fait la réflexion en me disant, putain, le dernier, il est hyper bien. En fait, c'est pas du tout le dernier. Il était de 2015, donc déjà il y a 10 ans. Et j'étais là, putain, celui-là, il est vraiment bien quand même. Et j'étais là, ouais, quand même, c'est encore un groupe qui tient la route. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais écouté les 2 derniers. J'ai fait, ouais, en fait, bof. Et le dernier qui m'a vraiment marqué, que j'avais un peu poncé, c'était 2015. Donc, tu vois, il y a 10 ans. Donc, Et tu sais que NoFX, ils parlent d'arrêter, Philou. Apparemment, ils sont sur la fin. J'ai très hâte qu'ils sortent un nouvel album de rock. Il y a des rumeurs, Ouais, il y a des rumeurs. En fait, on vit en 2015, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je dirais 96, 97, tu vois. Mais, à l'époque où il y avait chaque album qui sortait était une boucherie monumentale, quoi, tu vois. Donc, Après, j'écoute pas énorme. Je sais que vous êtes fan de Bad Religion. Moi, j'aime beaucoup, mais je suis pas, genre, j'en écoute pas énormément. Et même les derniers de Bad Religion sont moins bons. Je les ai pas écoutés, moi. ouais, rien de marquant.
Rien où tu te dis, ils ont atteint un niveau, tu vois, un niveau, attention, pas de technique, mais un niveau de composition qui reste dans la tête, jamais atteint auparavant. Enfin, il y a toujours de très bonnes chansons. Et Bah, c'est des rythmes de croisière, quoi. ouais, ouais, Ouais. c'est ça, C'est triste. c'est la vie. Est-ce que les textes sont vraiment au centre de ce que vous voulez transmettre, ou est-ce que vous les considérez plutôt comme un élément qui accompagne la musique, comme un instrument mélodique parmi les autres? En gros, l'importance des textes. Non, ils sont tous importants. Ouais. Surtout que je sais, alors, c'est un truc qui me stresse énormément les textes parce que autant j'ai pas de problème à être écouté et qu'on me dise je suis pas d'accord avec ton choix artistique, j'aime pas cette chanson, j'aime pas ce couplet, j'aime pas ce refrain. Ça, je m'en tape plus ou moins parce que je l'assume à 2000%, il y a zéro problème. Après, les textes, j'ai vraiment l'impression d'être tout nu des fois et j'ai cette sensation-là où j'ai pas envie qu'on me lise en fait. Donc j'aimerais, dans l'idéal, qu'on me lise pas, que Maillard fasse du yaourt et qu'on sache jamais ce que j'ai voulu écrire. Donc du coup, quand j'écris, j'essaie de faire en sorte que ça me fasse pas faire le frisson, tu vois, en me disant ah c'est vraiment nul. Et du coup, ben, soit j'essaie de trouver des thèmes, soit j'essaie de trouver des trucs qui me parlent. Mais après, des fois c'est perso, des fois ça allait pas. Par contre, c'est un peu tout. Les sujets, il n'y a pas vraiment de cohérence entre eux. Hmm. Ça se rattache souvent au thème général de l'album. C'est souvent des angles d'attaque différents du thème général de l'album. Mais par contre, je veux au moins que les textes ils parlent à quelqu'un qui a pris le temps de les lire. Voilà. Ouais. Et qui me disent pas, que je reçois pas un mail en me disant j'ai lu cette chanson, c'était vraiment nul. Voilà. Ou j'ai pas du tout aimé. Et on a eu le cas avec Juju à une interview après le Hellfest où on a rencontré un psychopathe des pays de l'Est qui lui avait lu absolument toutes les chansons. Et au point où il me disait telle chanson coupe les deux, tu dis ça, pourquoi? J'étais là, waouh! Merci le psychopathe. Et c'était hyper cool, mais voilà, donc je sais que C'est une caméra cachée, hein. C'est pas possible. Alors ça, franchement, ça fait plaisir quand il y a des gens qui s'intéressent au texte et qui te posent des questions. complètement. C'est Complètement. parce que ça arrive jamais. Voilà. Mais Après, ça c'est veut pas dire pour aussi, blâmer, c'est pas tu pour peux pas te blâmer les cacher. gens. Pardon? Tu peux pas te cacher. En fait, moi, Non, j'imagine en me disant, ouais, personne va les lire. Mais en fait, non, tu peux pas te cacher. non. Et en fait, je reproche pas aux gens de faire ça parce que c'est d'autant plus aujourd'hui de la manière dont on écoute la musique. Te poser avec le livret en lisant les paroles en même temps, voilà, ça demande quand même un effort. Voilà. Surtout quand le chant est en anglais et que tu maîtrises pas l'anglais à mort, tu vois. Mais quand il y a des gens qui viennent, tu as senti qu'ils ont pris le temps de te lire et tout, qui te posent des questions, ça c'est. Et surtout, je sais pas, toi comme moi, avant Internet, j'ai passé des milliers d'heures à sortir les livrets, des Ah oui, cassettes, oui, des oui, bien CD sûr. et lire mot par mot tous les trucs, que ce soit du Jackson comme du Marilyn Manson, tu vois. C'était, Ouais, bien t'avais sûr. le livret des paroles, c'était ton seul moyen. Donc, je sais que si je le faisais moi, il y a encore des gens qui vont le faire de toute façon. Oui, voilà. Mais J'aime bien me dire le contraire. Tu me laisses non, espérer l'inverse, s'il te plaît. oui, d'accord, ok. Ben, en fait, quand j'étais plus jeune, des albums que j'achetais, je connaissais tous les titres des chansons par cœur. Aujourd'hui, non, je connais pas. Même si Non, l'album, je l'adorais, je te dis, la 7, elle est géniale, tu vois. Voilà. c'est vrai. Donc, c'est plus. J'avoue, je le fais plus. Je me mets plus avec le livret en lisant les paroles et tout. Alors, je m'intéresse aux paroles de temps en temps, évidemment, parce que ça m'intéresse, mais je le fais Ouais. plus autant qu'avant. Ouais, ouais. Après, tu vois, on les met dans chaque album, que ce Ouais. soit en vinyle ou en CD, on les met. Alors, c'est vraiment un sale moment pour moi quand je les mets en page parce que tu sais, je mets des blocs, mais je les relis plus, je les mets comme ça, tu vois, en me disant cool, ça fait des pâtés. Et je me dis, bon, ouais, de toute façon, les gens, ils vont voir le vinyle, ils vont le trouver beau, et puis ils vont le mettre, et puis c'est cool. Julien, dis la vérité. Est-ce que tu lis les paroles? De notre groupe ou des autres? Mais oui, de ton groupe. Alors, oui, quand même, j'essaie, ouais. Ouais. Oui, sûr. Ah oui, 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 oui. Mais après, ce qui est cool, c'est que je fais pas d'explication de texte forcément. Et Ouais. je sais plus, une fois, il me dit, ouah, trop bien les paroles de celle-là, c'est sur l'écologie. Non, j'étais là, pas du tout. Et ça, c'est génial. Parce que tu te dis, bah, tant mieux, comme ça laisse la porte ouverte à plein d'interprétations, tu vois. Ceux qui ont envie de trouver un deuxième, troisième, quatrième sens, des fois, c'est très con. Et des fois, pas, en fait. Mais ça me fait rire de savoir que même dans notre propre groupe, il y a des interprétations différentes des paroles. Ça veut dire que, bah, au moins, c'est ouvert, quoi. Mm, Je comprends. Hein. C'est pas mal. Ah, mais je comprends tout à fait quand tu dis que tu as l'impression de te mettre à nu et que tu n'as pas envie, tu vois. Tu vois, par exemple, j'ai écrit un EP sur la naissance de mon fils et je le pense encore aujourd'hui. Hein. Et Ouais. quand je l'écrivais, je me disais, mais qu'est-ce qui s'en branle les gens? Pourquoi tu écris ça, tu vois? C'est très, très intime, tu vois. Et juste tant pis, je vais au bout, je le fais, c'est pour mon fils et je l'ai fait, je l'ai sorti.
Mais des fois, je vois le truc, alors j'en suis fier, je suis très content mais je me dis, mais les gens, ils s'en foutent, en fait. Pourquoi je parle de ça? Alors, J'ai toujours moi, ce que je fais l'impression. quand c'est comme ça et que c'est hyper perso, je le laisse de manière suffisamment ouverte pour que ça parle à quelqu'un quand même, Oui, mais bien sûr, peut-être oui. pour quelque chose d'autre en fait. Tu vois, Ouais, c'est-à-dire, bon, j'en sais rien, sauf les chansons où on dit qu'on se met des doigts dans le cul, mais des chansons où je sais pas, ça va parler de la perte de quelque chose ou de quelqu'un. hmm, C'est suffisamment vague pour que ça te parle à ta manière. En fait, c'est ouais, pas. Et mec, voilà mon histoire. Parce que ben, là, pareil, je me dirais, c'est hyper égocentrique de me dire que les gens ils vont super kiffer mon histoire parce que t'en as rien à branler en fait. Donc tu le laisses de façon ouverte. Moi, ce que j'aime, c'est quand ça a pu parler à quelqu'un à sa façon. Voilà, c'est ouais. cool. Je me suis Ça fait réapproprié le écho. texte. Ouais, je trouve ça cool quand ça marche. En plus, il y a le côté chez nous, bon, tu t'as bien vu, hein, on fait allez, une chanson rigolote par album. Tout Hmm, le reste, c'est quand même assez dark. Du coup, bah, dans le côté dark, tu as aussi la frayeur de pas vouloir tomber dans le gnangnan ou ouais. dans le romantisme à la con ou des trucs où tu dirais, alors que les Américains en ont rien à foutre parce que tu traduis Mylène Collin en français, c'est Laurie. C'est pas plus loin que ça. Ouais, Mylène Collin, c'est du bien Laurie. sûr. Ouais. C'est ah, t'es mon meilleur ami, je t'aime plus que tout. Mec, jamais t'écrirais ça en fait. Non, Et non, je suis d'accord. du coup, tu marches toujours sur des œufs en disant c'est vraiment des trucs que j'ai pas envie d'écrire. Alors, du coup, bah, tu as des énormes de contraintes. C'est de l'anglais. J'ai pas envie de dire ça. Du coup, bah, voilà, ça fait 6 mois pour écrire des paroles. Après, tu as Voilà. le piège aussi de si tu rends ça trop universel, ça dilue un peu le truc et ça parle à personne, tu vois. Alors, ouais, tu as universel. Moi, je veux que ça reste universel dans le sens où tu peux te l'approprier. Après, si tu mets des banalités, Ouais, autant demander à voilà, ouais. ChatGPT de te faire les C'est paroles, ça, ça va être parfait, hein. c'est le piège. Fais-moi Et une après, chanson ouais. sur la guerre et il va te faire la guerre, c'est pas bien. Voilà, ça s'arrête là en fait, tu vois. Donc Ouais, non, bien sûr. il y a universel et des banalités quoi. Je fais la distinction quand même entre les deux. Ah oui, bien sûr, oui. Non, je disais que c'est vraiment le piège dans lequel tu peux tomber quand tu essayes d'élargir le truc, quoi. Alors, vous êtes en pleine prod de votre prochain album, est-ce qu'on peut en parler? Oui, Alors, ça sort quand? Est-ce que si vous avez une date ou oui. pas forcément ou approximative, une période peut-être? C'est toi qui va hériter de tous les scoops. Ah, génial. Du coup, on a une date prévisionnelle bon, ouais, qui est quasiment sûre, ça serait le 26 juin 2026. Les labels, on peut pas trop annoncer pour le moment parce que les deals Ouais, sont pas finalisés forcément partout. La seule nouvelle que tu as, parce que je me rappelle l'avoir lu dans tes questions, c'est officiel maintenant, on va pas aller avec Christian Carvin pour cet ouais, album-là. ok. On a l'immense privilège et on est ultra content de bosser avec Cameron Webb pour celui-ci. Donc, méga content. Enfin, de toute façon, Christian, il le sait et il me connaît suffisamment pour savoir que, enfin, moi, j'avais trois producteurs en tête depuis que je suis gamin. Ouais, C'était Carvin, Cameron Webb et Bill Stevenson. ok. Voilà, on en a déjà fait 2 sur 3 et là, je suis hyper content de bosser avec Cameron Webb parce que, ben, ouais, pour ceux qui connaissent pas, juste aller mater la disco du monsieur. Et du coup, bah, c'est absolument mortel. J'ai rencontré le gars par visio, bah, il est absolument trop cool. Mhm. Et je suis hyper content que sur le fait des démos que je lui ai envoyées, il ait tout de suite accepté de bosser avec nous. Donc voilà, hyper content. Si j'ai bien compris, ça je ne le savais pas, c'est le dernier de d'une trilogie. Donc Icar, Underworld, From the Underworld. Ouais, 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 oui, ça sera le dernier. Enfin, oui, c'est de la trilogie puisque même sur le visuel que vous verrez bientôt, il y a encore le personnage qui est dessus d'une façon ou d'une autre. Et ouais, c'est en gros l'arc d'une espèce de rédemption incertaine. Voilà. d'accord. Voilà. Bon, ben, c'est Ouais. cool tout ça. Mais ça se suit, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc là, comme tu me disais, les instrus, c'est bouclé et tu finalises encore les paroles. Non, on est bien avancé. En vrai, en prod pure, la batterie, en vrai, elle a été rentrée. Je l'ai fait début septembre en studio, donc Ouais, c'est déjà rentré. Ce mois-ci, je vais m'occuper de faire les trackings de la basse et des guitares à la maison, on les fait. Et ensuite, en janvier, on fait les prises de son de Myder de la voix principale, quelques backings en plus. Et ça part au mix bah, dès qu'on a fini et que les projets sont prêts, à partir de mi-janvier jusqu'au début février. Donc, on n'aura pas de mix et de master avant février. Et pendant ce temps-là,
je fonctionne en flux tendu avec Myder où on finit de notre côté les pré-prod. Ce qui est important pour deux raisons, c'est que les chansons sont complètement finalisées d'un point de vue voix et backing, paroles, etc. Je remets des petits coups à droite et à gauche. Myder fait des pré-prod avec moi à la maison et celle-là, ça nous permet alors de les reproduire pour les envoyer au label et aux gens qui ont besoin d'écouter en avance ce que ça va donner. Voilà. Et surtout, pareil, comme ça, début janvier, quand Myder elle enregistre les vraies définitives, elle a déjà dans les pattes les pré-prod qu'on a fait tout ce temps-là. Voilà. Ok. Donc, Et je suis un peu en flux tendu. vous avez toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que c'est vous qui enregistrez les pistes, vous les envoyez, et après, le mix et le mastering est fait. Au Vous avez début, jamais- non. Vous avez déjà, Ouais. vous avez déjà fait du studio tous ensemble? Oui, Northern on a fait du studio tous ensemble. Et là, moi, perso, j'avais aucune connaissance, à part un peu de GarageBand, parce que je crois de Logic, je composais déjà sur Logic, mais alors vraiment en mode ultra dégueu. Ouais. Et après, je crois dès Icarus, on a commencé à faire quelques trucs à la maison. Et après, au fur et à mesure, ça a commencé d'envoyer les DI à Carvin qui faisait le réamp lui-même. Et puis après, au final, on s'est dit, comme j'ai eu le Pro Tools, on s'est dit, c'est quand même cool de garder un projet unique. Donc je commençais à faire les démos dessus. J'ai appris en même temps à comment se servir de à peu près tout. Du coup, les DI des guitares et des basses, on a commencé à les faire entièrement à la maison parce que du coup, c'est plus flex niveau temps. Tout le monde peut venir enregistrer à la maison quand il le souhaite, quand on est prêt. T'as pas le côté, allez mec, t'as 3 jours. Alors moi je l'ai toujours à la batterie parce qu'on peut pas faire autrement, mais franchement avec plaisir si je pouvais enregistrer une chanson par semaine. Mais c'est toujours plus cool pour les autres et tant mieux si eux en profitent, c'est de se dire budget on aussi. peut. Comment? Niveau budget, c'est moins lourd aussi. Ouais, niveau budget c'est lourd et c'est moins lourd et après surtout ça me permet alors il y a plus de taf parce que du coup là on en rigolait avec Cameron, c'est que je fais son assistance, c'est-à-dire que je lui prépare absolument tout et lui il va arriver sur les dernières couches pour dire ça c'est cool, mais du coup maintenant on est en charge en fait de 90% de la prod, c'est-à-dire le réamp, le tracking, l'editing, le réamp et voilà, parce que là tu vois même l'editing de la batterie c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Donc tout est fait plutôt ici. Comme ça, on a un seul projet qui évolue au fur et à mesure. Mais en fait, le projet, il part de la démo et après plusieurs copies, il devient la prod finale. Voilà. Et est-ce qu'à terme, tu te vois faire le mix, le mastering et tout faire de A à Z? J'en parlais à Juju hier. Il y a pas mal de trucs où j'ai évolué. Après, je suis terrorisé de sortir un mix, mais alors c'est affreux pour le moment comment je suis terrorisé de le faire et je connais pas encore toutes les bonnes pratiques exactes que certains GSON ils ont, tu sais, directement. Ah ouais, faut ça comme sample. Ah ouais, faut un EQ à 12 MHz sur mon cul, truc machin. Moi, je fais comment j'écoute, je fais ouais, c'est cool. Mais le problème, c'est que tout sonne vite très bien et j'ai peur de me dire, tiens, ça sonne hyper bien, mais ça sonne hyper bien dans ma caisse et puis sur Spotify, c'est de la merde. Donc, j'ai pas encore le courage, franchement, de passer le pas et de me dire, mastering, non, de toute façon, c'est hors propos parce que le mastering est énormément basé sur des machines que je n'ai pas parce que j'ai pas $1 million à dépenser. Mais ne serait-ce que le mixage et de dire, j'ai fini de mixer l'album, c'est pas encore. J'ai pas encore passé le pas, en fait. Moi, je branche, j'allume, je joue. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de. Ouais, mais de mémoire, c'est pas toi qui mixe, parce que je connais la personne qui mixe. Non, je mixe pas du tout, moi. Ouais, voilà, Moi, c'est ce que je j'enregistre. Voilà, j'enregistre. Je branche la carte son, j'enregistre. Dans Cubase, j'envoie tout à mon pote. Tiens, vas-y, occupe. Après, le problème, c'est que, voilà, enfin, c'est un problème et pas un problème, c'est que quand tu arrives à avoir des gens comme ça, un peu légendaires, comme Carvin ou Cameron Webb, j'ai pas du tout envie de lui envoyer des pistes où il y a plein de boulot d'editing ou de nettoyage à faire. C'est comme si tu accueilles chez toi des gens et que ta maison elle est en bordel, en fait. Donc, je comprends ça me tout à fait fait. hyper stresser. Donc, je préfère avoir tout nickel et de dire, voilà, c'est le maximum que je peux faire. Maintenant, c'est à toi d'avoir la formule magique pour faire que le truc sonne sa mère. Son boulot, quoi. Et oui. Voilà. Mais j'ai un peu honte d'envoyer des trucs qui sont pas bien faits, tu vois. Donc, je préfère prendre part à la prod, quoi. Et est-ce que tu peux en dire plus sans spoiler ou sur l'album ou... Il y aura 10 chansons. Il n'y a 10 pas chansons. 12, il n'y a pas 15, il n'y a pas 14, il y a 10 parce que c'était le bon nombre. C'était le bon nombre pour que ce soit. Je tiens encore les conseils de Fat Mike qui dit un album de punk, ça ne doit pas dépasser 30 tant. minutes. Voilà, on reste encore sur du punk, donc j'essaye de rester dans cette espèce de truc.
Quand les chansons sont très longues, par contre, je m'en branle de la durée d'une chanson. Si elle doit être courte, elle est courte. Si elle est longue, elle doit être longue. Mais là, l'album est assez intense. Il y a beaucoup de choses. Il est très, je sais pas comment dire, cinématographique. Il y a vraiment des trucs épiques. Et je sais que quand c'est épique, c'est hyper cool. Mais à un moment, tu as besoin de calmer un peu le jeu. Et là, tout mis bout à bout. On pouvait pas aller plus loin dans la durée. Donc, ça sera 10 chansons parce que ça se tient comme ça. Les thèmes sont tous trouvés. Allez, je te dirais, il y a 70% de complètement finalisés. Voilà. C'était déjà le cas dans le précédent From the Underworld. C'était un peu plus dense que d'habitude. Ouais, alors là, Il y a plus de changements, c'était un peu plus métal, je trouve. ouais, là, j'ai fait en fonction des envies. Il y a toujours encore un peu de hardcore ou de métal quand il y en a besoin. Je dirais, cet album, il s'est chuckisé. Il est très parti dans pour moi, hein, parce que certainement les gens qui vont l'écouter vont me dire complètement l'inverse. Mais pour moi, il est reparti très 2003-2004, époque Chuck, Sum 41, avec moins de métal évident. Quand je dis évident, c'est vraiment, et les mecs ont envie de faire du Metallica, comme faisait des fois Sum 41. Mais il y a quand même des passages plutôt lourds. Après, il y a quand même un gros côté tube mainstream punk rock. Et quand je dis mainstream, c'est pas du tout péjoratif. C'est Je comprends ce que tu veux dire. hyper axé sur la mélodie, hyper axé sur le degré, je dirais, de chantabilité de la zik, en fait. J'essaie de faire du tube, parce que ça me plaît et parce que je me dis à quoi ça sert de faire une chanson que j'ai trouvé cool à composer mais qui plaît à personne, en fait. Alors, ça plaira à personne, certainement plein de trucs, mais au moins. Bon, voilà. Les retours que j'en ai là, c'est on a envoyé déjà quelques chansons au label. Les mecs m'ont dit, bah, c'est cool, c'est des bons gros tubes. Déjà, c'est peut être des singles potentiels. Donc, Les tubes, c'est très bien. Je veux dire, on écoute et on fait du punk mélo, donc il faut que ce soit tubesque. Voilà. J'ai jamais compris les arguments de ah, mais ça c'est trop commercial, la mélodie. Mais attends, mais. Ouais, puis commercial, si c'est pour les 1000 personnes qui vont acheter nos vinyles, bon, c'est pas un succès commercial non plus, Ah donc ouais, c'est bon, pas commercial. Hein. je disais pas ça pour vous, mais Non, mais c'est un je discours veux qu'on dire, entend beaucoup, ça. on est très loin du commercial, et le commercial, c'est quand tu as signé sur une grosse major et que tu as des mecs qui viennent te dire non, ton couplet, tu devrais le faire comme ça. Là, ouais, c'est commercial. Après, Ah oui, voilà. là, Oui, à notre c'est complètement niveau, naturel. Ah non, pas du tout. Oui. si j'ai envie de faire du Avril Lavigne, tout le monde s'en battrait les couilles, en fait. Et ça marchera pas mieux ni moins bien, en fait. C'est juste que bah, tu restes un statut de petit groupe indépendant, en fait. Tu es sincère, pardon, et c'est ce que tu as envie de faire, il n'y a pas de commercial, Exactement. pas commercial, quoi. Voilà, c'est Ouais. sûr, c'est sûr. Bon, on arrive à la fin, j'ai presque plus de questions, on va partir sur les petits hors-sujets. Alors, vous n'avez pas honte de vous moquer du combat noble de Lola Frichet en transformant le More Woman on Stage en More Apéro on Stage? C'est pas bien. Ouais, j'ai super honte. Ouais, j'essaie de m'en remettre. Non, mais sans rigoler, oui, ouais, je m'attendais pas à ce que ça puisse être pris comme ça, mais ça a été pris comme ça un petit peu des fois. Donc, c'est un peu dommage. Je t'entends C'est mal plus. pris? Ouais, ça a été mal pris, ouais, un petit peu. C'est vrai? Ouais. Bon, large majorité bien pris. Large Ouais. majorité, Après, Ouais, c'était. voilà. Moi, le clin d'œil derrière tout ça, c'était vraiment l'objectif Hellfest. C'était parce que ça faisait, je sais pas, 12 ans qu'on allait au Hellfest et qu'il y a ce cri apéro qui retentit dans tout le festival toute la journée et tout. Et moi, je trouvais ça super rigolo et ça n'a jamais été en aucun cas pour dénigrer le travail que fait Lola, qui est admirable, je trouve. Enfin, il y a déjà des gens qui nous ont posé la question. Et voilà, pour être totalement transparent, tu vois, tout à l'heure on parlait de Christou, je suis super fan. Voilà, moi je suis bassiste, j'adore vraiment cet instrument et j'écoute beaucoup de trucs pour la basse. Et je trouve que Lola, elle est vraiment elle est hyper forte dans ce qu'elle fait. Pogo, c'est un groupe que je trouve, quand tu les vois en live, tu prends vraiment une claque. Enfin, c'est impressionnant et tout ce qu'elle a fait derrière. Avec More Women on Stage, More Women Backstage, les festivals qu'elle organise, je suis vraiment admiratif de cette fille, quoi. Il y a peu de gens dans la scène qui ont cette, à la fois cette présence et cet engagement. Je trouve ça vraiment admirable. Donc, c'était en aucun cas pour me moquer de ce qu'elle fait. Surtout Je te rassure, ma question, c'était du second degré, je te rassure. Ah oui, non, mais le truc, c'est que je suis quand même obligé d'y répondre sérieusement parce qu'il y a vraiment des gens qui ont cru, enfin, je sais pas, que c'était vraiment pour me moquer de ce truc-là, alors que bon,
je suis quand même papa solo d'une petite fille qui, enfin, elle a 13 ans maintenant, mais je l'élève tout seul depuis 10 ans. C'est quand même des choses qui me parlent, quoi, on va dire. Et je trouve ça tellement dommage, voilà, qu'il y ait des gens qui pensent que c'est vraiment. Enfin, en fait, on fait du punk, donc je pars du principe qu'on peut rigoler quand même un minimum, voilà, et qu'il faut garder Pour l'esprit moi, ouvert. faut être un clown quand tu fais du punk. Faut rigoler, Ouais, s'amuser. ou pas. Pas, c'est comme t'as envie, mais tu vois, le second degré, il est que bah, nous, on a déjà une woman on stage, bah, il nous manquait l'apéro, tu vois, par exemple. Voilà. Donc, je C'est veux dire, ça. comment on peut dire, oui, c'est dénigrant vis-à-vis du combat, et débile, t'as pas vu qu'on a une meuf, enfin, et c'est pas un token, hein, elle est pas là pour représenter le groupe, Ouais, mais toi, tu fais un peu ta Nadine Morano, je trouve, mais bon. c'est quoi? Oui, j'ai un ami, il est arabe. Ouais. Non, j'ai un ami, il est juif, par contre, il est très sympa. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Enfin, on serait con quand même de saccager un combat Ouais, bah, c'est clair. qui est légitime, quoi. Enfin, Ouais, bien sûr. Mais pour moi, moi, c'est c'est une minorité de gens qui va râler et franchement, honnêtement, j'ai pas envie de faire sauter ta chaîne YouTube, mais ils ont qu'à bien aller voir ailleurs si j'y suis en fait. Ah, nous, ça te- nous fait rire déjà. Et puis, voilà, c'est un truc qu'on s'était dit, voilà, tout le monde trouve ça marrant, allez, on le fait. Et puis surtout, Hellfest, c'était, voilà, tu fais ça, tout le monde est comme des dingues. Ça Et, mange pas de pain, tu vois. Parce que voilà, après, autant, tu vois, Philou a beaucoup parlé des paroles et tout, qui sont quand même, qui ont un sens, qui veulent dire des choses et tout. Après, on a eu l'occasion d'en parler aussi plusieurs fois, des gens qui nous ont demandé. On a tous des vies, tu vois, on n'est pas le groupe punk le plus engagé de la scène, quoi. Parce que, comme le dit Philou depuis le début, c'est quelque chose qu'on fait en loisir, on bosse tous à côté, on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, et on essaie de le faire bien, et quand on le fait, on essaie aussi de le faire pour profiter de nous, et s'amuser et rigoler. Et en fait, on n'a pas du tout envie de rentrer dans des débats qui sont souvent stériles. mais Et après, les gens me confondent souvent. C'est pas parce que t'es pas politisé que t'es pas engagé dans ce que tu fais. ah non, 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 mais je parle même pas de politisation, je parle d'engagement. Nous, notre engagement, c'est d'aller faire des concerts pour Voilà. s'amuser et Ouais, partager notre musique. Et bien voilà. sûr. Après, on a tous des Rencontrer des convictions gens. politiques plus ou moins fortes ou pas, mais qu'on garde pour nous, tu vois. Et il y a des gens qui les partagent et je trouve ça vraiment admirable, mais après, ça devient vraiment un combat Ouais, parce que on t'attend au tournant sur exactement. voilà. Et c'est ça. c'est un autre, C'est notre un manière autre engagement. d'appréhender Ouais. la vie de groupe et tout. Hein. Bien sûr, ça Et c'est tu cool. vois, par exemple, pour rebondir sur ce que disait Juju, pour le Hellfest, on a eu une demande de la SPA de participer à ce qu'ils mettaient en place autour du Hellfest. Tu vois, on a dit oui direct, en fait. Et c'est pas un truc qu'on va. En fait, on n'a pas envie de faire déjà alors zéro de marketing là-dessus, encore moins sur les combats évidents, du genre on va pas faire de marketing sur dire que la guerre c'est pas bien. Ouais. Pour moi, c'est merdique. C'est tellement convenu et c'est tellement idiot de dire soyez pas méchants avec les animaux. Oui, enfin c'est quand même con comme marketing. Mais après, s'il y a un bon truc à faire et qu'on a décidé que nous c'était ce qu'on voulait faire, on le fait. Mais c'est le groupe, c'est pas la musique ou la façon dont tu as envie d'être sur scène qui va être conditionné par ça en fait. Enfin, moi perso, comme toi dans les années 90, t'avais Fat Mike et tout, ça disait des conneries sur scène, ça disait des blagues. Il y a tout ce côté South Park, enfin, tu le vois, je fais des clips avec des mecs de South Park, c'est que tu vois le niveau d'humour où il est, c'est-à-dire que tu es sur quelque chose où en fait, oui, même les choses graves, tu peux en rigoler dessus parce qu'à partir du moment où tu t'en rigoles plus, c'est qu'il y a un problème en fait de compréhension. Pour ça, je te dis, les gens qui sont pas capables de faire la part des choses, c'est que quelque part, ils ont envie de mener un combat qui est inutile et si ils ont envie de le mener et de ne pas comprendre, tu peux faire autre chose, ils comprendront pas non plus. Et moi, je veux pas rentrer dans ce cercle-là de se dire on va s'expliquer sur ça. Ah ben tiens, on va devoir s'expliquer sur ça parce que c'est le genre de gens qui t'attendent pour chaque étape de ce que tu vas faire en fait. Donc moi, je préfère dire, allez vous faire mettre direct et comme ça, on te demande pas plus. Et surtout, comme le dit Julien, ça reste quand même. Franchement, nous, on prend vraiment du plaisir à faire de la musique. Le côté militant, moi, je le respecte, quel qu'il soit, mais c'est un engagement qui est au-delà de la musique, en fait. T'es militant, il faut sortir le doigt du cul, assumer. Et moi, là, honnêtement, avec la vie qu'on a à côté, je ne ferai pas de musique, je serai militant à temps plein. Mais si je veux faire de la musique, je préfère discuter de guitare avec quelqu'un, discuter de ah ouais, c'était cool, il y avait du monde, cool, on va faire un joli t-shirt. Voilà, ça fait plaisir, tu vois et pas surfer sur des combats
pour moi, n'ont rien à faire dans ma musique. Tu m'avais dit pas de putaclic et on est parti sur un sujet. Non, personne n'a traité personne de pute. Moi, je disais que quand t'aimes le punk, faut être un peu un clown. C'est vrai que c'est surtout ma vision des choses du punk, c'est-à-dire le côté clownesque dans le punk, c'est ce qui m'intéresse le plus. Rigoler, prendre tout au second degré. C'est pas parce que tu prends quelque chose au second degré que tu dis que c'est pas important, en fait. Déjà, et puis Voilà. de deux, la vision que tu as, tu écoutes The Dead Krasukis, tu vas dire, waouh, les mecs, c'est des méga mecs déprimés, et je pense qu'on est le meilleur groupe à avoir en soirée, tu vois. Donc ça n'a Ouais, absolument rien à voir. Ce que tu veux retranscrire en live et comment tu veux que les gens perçoivent ta musique et comment tu es dans la vraie vie. Franchement, on déconne tout le temps. Enfin, on passe notre vie à rigoler. Après, moi, j'écris des chansons tristes. Bah, c'est comme ça. Et puis, c'est pas, dès que j'écris une chanson rigolote, ça me plaît pas, en fait. Donc, et voilà, et quand on va en concert, on a beau jouer des trucs déprimants, les afters, enfin tu pourras en avoir écho de à peu près partout en France, en général on ne démérite pas, et il y a une super bonne ambiance, tu vois, et voilà, c'est deux choses différentes en fait. ouais, bien sûr, hein. Je suis d'accord. Voilà. Je suis totalement d'accord. Alors les gars, on arrive. Je pose toujours cette question. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué jusque-là et que vous voulez aborder? C'est pas obligé, hein. C'est juste. J'avais pas lu celle-là, sinon j'aurais réfléchi. Merde. Si, ouais. S'il y a un truc dont vous voulez parler que j'ai pas évoqué. Dont on veut parler. Peut-être l'état de la scène en France, dans le punk rock, peut-être. Bah, je trouve que c'est un peu malheureux parce que bah, j'ai l'impression qu'il reste plus grand monde. Il n'y a pas des masses de renouveau. Il y a beaucoup de renouveau, je trouve, dans le hardcore et c'est super bien. Ouais. Il y a, tu vois, il y a les petits jeunes de Cold Stress par chez nous. Il y a Wax the Dead qui, bon, ils sont pas tout jeunes non plus, mais c'est pas tout vieux non plus. Il y a quand même des groupes qui émergent bien dans le hardcore. Il y a une espèce de bouillonnement assez cool. Et je trouve que malheureusement le punk rock, bah, c'est un peu naze quoi. Enfin, il y a plus grand chose en fait. Il y a plus beaucoup de groupes et au final, quand tu roules un peu et que tu fais quelques concerts, tu te dis waouh. Beaucoup de fois, on est tout seul à faire du punk rock. Alors, du punk rock mélo, je t'en parle même pas. Mais allez, si je veux être cool et rajouter aussi le punk rock français et la totalité du punk rock, même en me prenant tout ça, il y a plus grand monde. Donc ça m'interroge. Est-ce que ça serait pas un peu has-been? Ouais. Moi, on en parle souvent de ça dans mes vidéos, mais je suis d'accord, hein. Alors moi, je fais pas beaucoup de concerts parce que bah, tu le sais, je suis en Corse et c'est Ouais. compliqué pour se déplacer. Mais quand même, les rares que je fais, même quand je regarde les vidéos sur YouTube de live et tout, il n'y a pas de jeunes dans le public, quasiment pas de jeunes. C'est Ben ouais. vieillissant, il y a pas beaucoup de nouveaux groupes. Il y en a quelques-uns. Là, je parle vraiment du punk mélo, hein. Ouais. Punk mélo, cite-moi un groupe de punk mélo qui a moins de 5 ans. Ouais, il y en a, mais ça reste encore tout petit, tu vois. Et puis ils ont commencé, donc c'est pas non plus un groupe où tu sais. Non, mais pas forcément qui a explosé, non, mais qui a commencé à tourner. Il n'y a pas de nouveau groupe. Non. Il n'y a pas de nouveau groupe de punk mélo. En France, hein, je Non, parle. mais même en Europe, hein, tu sais, en Europe, quand tu regardes sur la totalité du continent, bon bah quand tu prends Sbam, allez, je dirais c'est lui qui a ce qui marche le plus en punk rock mélo. Bon, t'as vite Ouais. fait le tour, hein. Il y a CF98, il y a Escliffe, il y a Krang. D'ailleurs, ils font une pause. Je sais pas tu si vois, vous même- avez vu. Ah, ouais. non, j'ai pas vu. Moi, j'ai vu ce matin. Et du Ouais. coup, tu vois, il y a encore un groupe de moins bah, pas qui split, mais qui se met au moins en pause parce que, bah, pareil, ça doit être des quarantenaires qui ont autre chose à foutre que de faire de la Ouais, musique. c'est ça. Ouais. Et bah, tu peux les compter sur plus grand chose, en fait. Après, il y a une histoire aussi, c'est un peu un cercle vicieux, c'est que il y a quand même peu d'endroits pour jouer du punk rock. C'est pas facile dans les bars, c'est de plus en plus dur et tout ça, hein. On n'a qu'à voir dans les villes, il y a beaucoup de lieux qui ferment à cause des nuisances sonores, etc. Et donc, bah, il n'y a pas d'endroit pour jouer, donc les groupes bah, se désespèrent un peu. Et puis voilà, et j'ai l'impression que la scène, il y a des pays quand même où la scène est un peu plus vivante, genre en L'Allemagne, oui. Ouais. voilà, ou dans les pays de l'Est et tout ça, avec des gros événements comme le Punk Rock Holiday, il y a quand même des choses qui se passent, mais c'est vrai que chez nous, c'est compliqué, mais tu vois, même les plus gros groupes, ils s'arrêtent même plus chez nous, quasiment, où il y a une date à Paris, et puis point barre. Manux, plein de fois, il a fait part de ses galères pour organiser des concerts. Voilà, il a des groupes de qualité et tout, mais c'est pas évident de remplir les salles, et voilà, donc je pense que tout ça, ça contribue à faire que, bah, voilà, quoi, les gens, Ouais, ils mais achètent pas, t'as hein. même le punk rock holiday, tu vois, quand tu regardes la progra, allez, je vais dire 95% de la programmation, c'est que des groupes qui existent depuis déjà super Oui. longtemps. Il y a Ouais, mais bon, si tu vas vers le Belgique, c'est pareil, c'est pas un style de musique où il y a beaucoup de renouveau. Bah,
En hardcore, déjà, tu as vachement plus de renouveau. Tu as plein de groupes qui explosent, qui arrivent très vite à faire des bonnes scènes. Le Hellfest, la partie hardcore est vachement vite renouvelée, je trouve, par exemple, tu vois. Et, Ouais, mais les groupes ont quand même tous. Enfin, si tu prends la moyenne d'âge, je pense que ça fait peur. Hein. oui, oui, oui. Non, mais je pense à du Landmarks, à du Novelist, tu vois, tous ces groupes-là de cette mouvance-là qui ont. C'est même pas qu'ils ont explosé, ils sont sur la Lune, quoi, en très peu de temps. Ouais, Ce que t'as pas du tout en punk rock. Ouais. T'as pas du tout en punk rock. Tout le monde restera des pâquerettes. Et nous, heureusement, c'est pas notre métier, mais il n'y avait aucune espérance à avoir de se dire c'est notre métier à 100%. Heureusement que c'est un hobby parce que, bah, tu vois, voilà, tu vends à peu près le même nombre de CD, de vinyle, tu fais à peu près le circuit des concerts. Alors je dis pas tous les ans on fait de meilleurs concerts, c'est super cool, mais il y a une grande différence entre pouvoir se permettre une tournée ricaine et européenne et tourner un peu en France avec quelques bonnes dates dedans. C'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir, tu vois. Vous pensez pouvoir faire ça un jour, partir faire des concerts aux États-Unis ou... On aimerait bien. Après, toutes les opportunités, elles sont cool. C'est pas un problème. Puis en plus, nous, on a eu franchement plein de super bonnes expériences, enfin, plein de super bonnes premières expériences. On a fait du Garo Rock, c'était incroyable. Après, on a fait le Hellfest, c'était incroyable. Après, on a fait nos premiers concerts en Allemagne, c'était incroyable. Donc, à chaque fois, on a des trucs super cool, tu vois. Donc, on est quand même, on fait aussi ça pour avoir les expériences, rencontrer les gens, bouger, faire des trucs comme ça. Donc, oui, après, si c'est pour te dire, on va partir comme certains groupes aux States, taper 30 jours de van avec des dates où tu es payé 100 balles et puis tu sais même pas où tu vas dormir, je vais pas passer 30 jours de congé à faire ça, par exemple, tu vois, et personne dans le groupe n'aura absolument envie de faire ça. Il y a zéro intérêt. Enfin, on est trop vieux et pas de volonté de le faire, quoi. Trop vieux. Ouais, le truc, c'est c'est ça, c'est qu'on commence à avoir un certain âge, on a des familles, il y a un boulot. Et en fait, déjà pour avoir tourné pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, partir en Allemagne, tu vois, c'est t'arrêtes de bosser le mercredi soir, le jeudi, tu montes dans un camion, tu pars et tu rentres le lundi ou le mardi suivant et tu reprends le taf et tu t'es tapé 3000 bornes. Bon, bah, et puis voilà, tu retrouves tes enfants, faut s'en occuper. Ouais, c'est vrai que c'est un challenge, quoi, le truc. C'est pas évident, quoi. Après, c'est génial. C'est-à-dire que pendant cette semaine-là, on a vécu des choses que personne d'autre n'a vécues. Et quand tu reviens au taf, bah, tu as la tête pleine de nouvelles expériences. Mais tu peux pas faire ça à C'est pour ça qu'on le fait comme ça. Mais voilà, je trouve que voilà, comme on a la chance de pouvoir le faire comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop de pression avec le côté musique parce qu'on a le taf à côté. Mais d'un autre côté, ça amène d'autres contraintes, quoi. Et voilà, mais je pense que tout le monde sont contentes, quoi. C'est vraiment, enfin, c'est une chance, quoi, de pouvoir faire ça. Moi, je trouve, on s'éclate dans ce qu'on fait et on s'éclate dans ce qu'on fait parce qu'on n'a pas la pression on n'a pas on n'attend rien, on n'a pas de résultat, pas d'argent qui rentre en jeu. Enfin, voilà, c'est cool. Non, on n'a jamais rien attendu. Du coup, si tu veux, ben, tout ce qu'on a en plus de ce qu'on avait d'un niveau qui était déjà extrêmement bas, ben, on est content, en fait, tu vois. Jamais je me suis dit, ah, cool, on va ouvrir pour Pennywise à Paris dans 10 ans de notre groupe. Mais jamais de la vie, tu vois. Je me suis dit, bah, si un jour on joue avec Burning Heads, ça serait fantastique, tu vois. Et c'était fantastique de jouer avec Burning Heads. Mais tu vois, te dire que tu as joué avec Pennywise, bah, pour moi, ça, à vie, ça restera, tu vois. Donc, on fait de la musique, en fait, finalement, pour ça, parce que, ouais, sortir des beaux vinyles, c'est clair. Moi, ça me fait plaisir. Je suis hyper content quand on a des beaux vinyles à la fin. Que des gens ils streament tes chansons, c'est super cool. S'ils viennent les voir en live, c'est autant plus cool. Après, en dehors de ça, du moment qu'on est avec les copains et qu'on boit un coup et que le concert il est cool, franchement, moi c'est tout ce que je demande, tu vois. Il n'y a pas d'attente supplémentaire. Tu vois, là, on a un peu d'argent, on en profite pour bosser avec Cameron Webb. Bon, bah, c'est cool, c'était un rêve. Un de plus, tu vois. Et on s'est dit, putain, au moins on aura fait un album avec lui, et, c'est génial. Voilà, top. C'est comme ça qu'on avance, en fait. Se faire plaisir aussi. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Ben, parfait, les gars, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci pour tout ce que tu fais, en tout cas. C'est cool. De rien. Est-ce que vous avez passé un bon moment? C'est ça l'essentiel. Non. Non. En tout cas, merci d'avoir accepté de faire une petite entrevue avec moi. Ça fait plaisir. Et vous revenez quand vous voulez. La date de l'album, tu m'as dit janvier, c'est ça? 2026? Non, juin, le 26 juin 2026. J'ai bien écouté. 2027? Voilà. Non, 2026, pardon. 2026. On est en 2026. On reviendra à ce moment-là si tu veux. Comme ça, tu auras eu de quoi écouter et nous dire que c'était nul du coup. Que tu regrettes la première interview. Je suis toujours très, très, très honnête. Voilà. Je sais. Bon, ben merci, ça fait plaisir. À plus, ciao.
Merci à toi. Salut. Merci beaucoup, Gut. Ciao. Salut.